Mais c'est un barbarie! Mais qu'est-ce que vous l'avez pris de jeter cet animal contre cet arbre? Vous l'avez tué! Je me vengerai! Je me détruirai! Oui, je me tuerai! Rouge. Il est bleuâtre, presque noir. T'es qu'un paix, je vous dis. Voyez-moi ça. Oh, mais quel blanc-bec. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Il faut attendre encore Henri me Turane. N'as-tu pas pitié de moi? Dis-le-lui, ma passe. Il a un revolver. Arrête de dire que nous sommes impuissants. Premier épisode. Marion Balchak regarda par la fenêtre. Dans un balancement monotone, le train traversait à présent une campagne triste qu'éclairaient les derniers rayons du soleil. Comme il s'ennuyait ferme, ce qui d'ailleurs lui arrivait souvent, il décida d'aller faire un tour dans le couloir. C'est ainsi que, sans y prendre garde, il passa dans le wagon de première qui était presque vide. Toutefois, un compartiment attira son attention. C'est certainement celui du prince. Il s'arrêta devant la glace comme pour se peigner et jeta un coup d'œil à l'intérieur. D'antiques valises encombraient les filets. Une canne à incrustation d'ivoire côtoyait une ruine de parapluie, et alentour s'entassait une multitude de sacs de victuailles et de paquets. Au milieu de cet étalage hétéroclite somnolait, la tête appuyée sur un coussin brodé, un petit vieillard chétif et malingre aux vêtements élimés. Et le visage de cette créature tombée en enfance, tout pitoyable qu'il était, gardait une expression si impérieuse. Une telle distinction que du premier coup d'œil on reconnaissait que son élégant vis-à-vis, au costume impeccable, ne pouvait être que son secrétaire. Soudain le vieillard éternua, ouvrit les yeux et aperçut le jeune homme qui le dévisageait. Ses yeux s'écarquillèrent aussitôt et il se mit à crier. C'est soi, est-ce possible? Marion Balchak, sans trop comprendre ce qui s'était passé, crut préférable de s'éloigner. Il jeta un coup d'œil au compartiment suivant. La scène, pour être différente, n'était pas moins intéressante. Il était occupé par une jeune fille. Elle dormait. C'est sans doute cette demoiselle Okolowska. Quelle drôle de posture. Ma parole, c'est à croire qu'il se fiche pas mal d'avoir les pieds plus haut que la tête. Elle dort comme s'il était sur un banc de commissariat. Et personne si élégante. Comme le manteau de la voyageuse était accroché près de la porte et qu'une enveloppe dépassait de la poche, il voulut en avoir le cœur net et subtilisa la missive. Oui, c'était bien elle. La lettre était bien adressée à mademoiselle Maya Okolowska. Surveillant la dormeuse du coin de l'œil, il entreprit de lire la lettre. Elle venait de la mère de Ma chère petite Maya, tu peux sans crainte rester quelques jours de plus à Varsovie si tu le désires. Je me débrouille très bien et d'ailleurs il n'y a guère, hélas, de pensionnaires. Excusez. Pardon. Et d'ailleurs, il n'y a guère, hélas, de pensionnaires. C'est affreux d'en être réduit à héberger des étrangers dans notre bonne vieille maison. Mais laissons cela et venons-en au fait. Parlons de tes fiançailles avec Henri Kolavitzki. Penses-tu vraiment que ce garçon puisse t'assurer ce que tu désires? Lui es-tu vraiment attaché ou n'est-il pour toi que le moyen d'échapper à l'existence qui t'attend ici? Peut-être même as-tu déjà envisagé de le quitter au bout de quelques années? J'ai parfois l'impression qu'il n'a pas plus de respect pour toi que tu ne ressens pour lui. Que tous tes froids calculs, associations de bêtes sauvages entre vous. Mon Dieu. Que dis-je là?
Tu imagines sans peine combien de telles suppositions peuvent torturer le cœur d'une mère. Le monde me devient chaque jour plus insupportable, plus incompréhensible. Vous autres, les jeunes d'aujourd'hui, vous n'avez aucun amour-propre, aucun respect ni de vous ni des autres. Rien n'est pire à mon sens. Pour terminer cette lettre, ma chérie, je veux aussi te dire que tu peux disposer librement de l'argent que tu as touché à Varsovie. Je viens de recevoir 1300 zlotys que je n'attendais pas. J'ai tellement perdu l'habitude des grosses sommes que je ne suis pas tranquille avec tout cet argent à la maison. J'ai cru bien faire en le rangeant dans le tiroir de gauche de ton armoire. Par conséquent, ne regarde pas à la dépense. Achète tout ce qu'il te faut pour t'habiller. Je suis impardonnable de travailler ainsi, moi-même à encourager ton goût du luxe, mais je te trouve si jolie. Tu es toute ma faiblesse. J'espère que tu as pu t'exercer et améliorer ton jeu pendant ces quelques jours passés à Varsovie. Maya, ma chérie, ne sois pas fâchée contre moi. Pense à ce que je te dis et fais comme si tu n'avais jamais reçu. Cette demoiselle Kolorska aspire à un riche mariage. Qui n'en ferait autant? Toutes les mêmes. Elle ne rêve que de beaux parties et de profiter de la vie au maximum. Exactement comme moi d'ailleurs. Bon, je vais regagner mon compartiment à présent. Hâtons-nous, le train était un petit peu en retard. J'espère qu'on nous a envoyé une voiture. Ah, j'aperçois mademoiselle Okolowska. Mademoiselle, permettez-moi de vous présenter ces messieurs, monsieur... Chip, et monsieur... Enchanté, mademoiselle. Marianne Balzac, enchanté. Bonjour messieurs, si vous voulez bien me suivre, une calèche vous attend dehors. Quel paysage! C'est un coin sauvage, n'est-ce pas? Triste à périr. Ah, ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le carrosse du prince Olshansky. Le malheureux, lui aussi, rentre de Varsovie. Nous traversons précisément ces terres. Vous ne connaissez peut-être pas le château de Misloch, monsieur le prince. La curiosité la plus remarquable de la région. C'est à quelques kilomètres de Polika. Pourquoi diable se déplace-t-il dans ce véhicule antédiluvien? Il doit être probablement aussi inconfortable qu'il est bruyant. Le vieux prince a le timbre un peu fêlé. Il a toujours passé, disons, pour un original. Et je m'étonne même qu'il se soit rendu à Varsovie, car il s'aventure jamais hors du château. Il a dû causer bien des tracas à votre fiancé, mademoiselle. Vous ne croyez pas si bien dire. Henri a eu toutes les peines du monde à le persuader de se lancer dans cette expédition comme ses affaires l'exigeaient. Et à Varsovie, le prince ne lui a pas laissé un moment de répit. Oh là, regardez. D'ici, on peut apercevoir le château perdu au milieu des marais. Avec le clair de lune et cette brume, c'est lugubre. Mais c'est gigantesque. C'est le mot. 160 pièces, une débauche de salon, des chambres, des antichambres, que sais-je encore. Et le tout formant une ruine croulante, vieille de plus de 6 siècles. 6 siècles? Parfaitement. Ce lieu fut dès l'origine occupé et fortifié et n'a cessé de l'être. C'était déjà le berceau des anciens ducs Olshansky-Dubrovitsky. Le château que nous venons de voir a connu des époques de splendeur. Et voici ce qu'il en reste. Un immense amas de pierre, triste retraite d'un insensé. Depuis 100 ans déjà, la folie hante ces lieux. Nous allons donc jouer ensemble. J'y compte bien. Soyez
Soyez les bienvenus à Polika. Conseiller Chimchik, mes hommages, madame. Enchanté, monsieur le conseiller. Oh, monsieur Skolinski. Avez-vous fait bon voyage? Excellent, chère madame, excellent. Et très heureux de revenir à Polika. Merci. Monsieur Valchak, je suppose? Bonsoir, madame. Je suis ravie que vous soyez venu, monsieur Valchak. Ma fille. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Ma fille attendait avec impatience un entraîneur. J'espère que vous vous plairez ici. Tenez, Marinette va vous montrer votre chambre. Merci, madame. Par ici. Si vous avez besoin de quelque chose, sonnez. Mais je crois que rien ne manque. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde ici? Oh non, si on ne compte pas les personnes qui viennent d'arriver avec vous, il n'y a pour l'instant que 2 dames. C'est encore le début de la saison. Voilà. C'est là. Alors, comme ça, vous êtes entraîneur? Oui, mais je joue aussi bien que les meilleurs joueurs. Vous êtes un champion? Attendez que l'occasion se présente et vous verrez. Coup droit. Voilà. Revers. Et voilà. D'accord. Oh, faites attention, vous envoyez la balle. On est doué, on ne l'est pas. Dommage que vous le soyez moins. Faisons un 7. D'accord. À vous de servir. Ready? Ready. Ah. 0,15. Venez, asseyons-nous ici. Excellente idée. En effet, c'en est même étonnant. En tout cas, il joue avec brio. Donc un peu brutalement à mon gré. Mais c'est tout de même une partie magnifique. Allons, n'exagérons rien. Si nous savions avec quelle facilité les louanges tournent la tête, nous les dispenserions avec plus de discernement. Une atmosphère de scène critique est de loin préférable. D'ailleurs, il ne faut pas surestimer le rôle des sports. C'est entendu, monsieur le conseiller, mais il joue quand même divinement bien. Et quel couple merveilleux, une forme. Comme ils se ressemblent. Ils sont adorables. Vous ne trouvez pas, madame Okolovska, pour un peu on dirait le frère et la sœur? Non, je ne trouve pas. Je vous assure. Il y a entre eux je ne sais quoi de semblable, une sorte de violence. Ce n'est naturellement qu'une impression, chère madame. N'allez surtout pas le prendre à la lettre. À vous de servir. Merci. Cela suffit. Comment? Nous ne terminons pas le 7? Non. Oh, pourquoi vous arrêtez? C'est une démonstration époustouflante. Maya, ma chérie, où vas-tu? Elle ne semble guère disposée à vous entendre. Je ne comprends pas. Où avez-vous appris à jouer, monsieur Valchak? Vous commettez encore des fautes élémentaires, mais vous avez du talent. À Lublin, madame. J'ai commencé comme ramasseur de balles. C'est d'autant plus remarquable, jeune homme. Pour un peu, vous mériteriez vous aussi d'avoir un entraîneur, ma parole. Et pourtant, je n'y connais rien à ce genre de sport. Mes amis, si vous le voulez bien, nous allons rentrer. Le déjeuner ne va pas tarder à être servi. J'imagine déjà quel régal nous attend. Rien ne vaut la campagne pour faire bonne chère. On quitte pour ainsi dire pas la table de la journée. Oui, mais combien de gens meurent de faim tandis que nous nous gavons. Et pour remédier à cela, il faudrait que tous Durant le soient déjeuner. tenus de ne
consommer... Tandis que le conseiller Shimchik continuait à développer sa théorie sur la nécessité d'une réglementation de la nourriture, Marine Valchak observa que Maya Okolovska faisait ostensiblement semblant d'ignorer sa présence. Elle doit être furieuse que je l'ai battue. Voilà pourquoi elle joue les indifférentes. Elle est vexée. Et cette pensée le combla d'aise, en même temps qu'elle faisait naître entre eux une sorte de familiarité. Les Envoûtés, de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec Valchak, Miglen Mirchev. Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Le prince, Pierre Bayot. Et Fred Ulysse, Tonia Galiaski, Aline Alba, Jean-Claude Bourbeau, Jean-Paul Racodon. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Chaizon Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Par une fin d'après-midi, où il s'était éloigné plus que de coutume du manoir de Polika, il fut tiré de ses rêves de gloire par une voix qui venait du ciel. Allez! Il y a quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Là! Au-dessus! Ah! Professeur Skolinski! Qu'est-ce que vous faites tout en haut de cet arbre? Je n'arrive plus à descendre. Tenez bon, j'arrive! Plus vite! Je sens que je vais tomber! Voilà! Donnez-moi la main! Il faut que vous lâchiez le tronc, voyons! Au secours! N'ayez pas peur! Là! Doucement! Voilà! Mettez votre pied sur cette branche. Là! Ah! Ne vous cramponnez pas à moi, on va tomber tous les deux! Voilà, comme ça! Oui, on y est presque. Voilà. J'ai bien cru ma dernière heure arriver. Merci, jeune homme. Sans vous, je tombais, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Car je suis sujet au vertige. Alors pourquoi êtes-vous monté? Ah, vous vouliez voir le château de Misloch? Entre autres, oui. Pour tout vous dire, j'ai même l'intention de m'introduire à l'intérieur. Si vous vouliez bien m'y aider, à condition bien sûr de n'en souffler mot à personne, vous ne le regretteriez pas. On ne peut pas y entrer? Précisément. C'est là le problème. J'ai voulu entrer normalement par la porte, mais elle était fermée à double tour. Et par un Judas, un vieux larbin m'a bredouillé que le prince avait interdit de laisser entrer quiconque. Eh bien, malgré cette interdiction formelle, je dois rentrer coûte que coûte, puisqu'il lâchait les chiens sur moi. Pourquoi? À quoi bon chercher à vous expliquer? Sachez simplement, jeune homme, que si mon intuition ne me trompe pas, ces murs renferment des richesses exceptionnelles. Aïe. À le voir, on ne dirait pas? Ah, bien sûr. Oui. Moi-même, j'avais toujours pensé que ce château n'avait de remarquable
que son ancienneté, jusqu'au jour où je suis tombé sur des documents datant du XVIIIe siècle. Ils attestent que le château renferme des meubles rares, ainsi que de magnifiques peintures. Et ça coûte cher des tableaux comme ça? La sotte question. Voyons, ces choses-là n'ont pas de prix, voyons. Eh bien, toutes ces merveilles, il faut que je les voie, que je les touche, que je m'assure de leur existence. Il en va du patrimoine de la nation. Vous vous rendez compte, jeune homme, qu'elles se détériorent de minute en minute, hein? Il faut absolument les sauver. Personne n'est au courant de ces richesses? Je n'en reviens pas moi-même. Mais il faut savoir que depuis de longues années, aucun être civilisé n'a franchi le seuil de ce château. Et qu'il se trouve toujours des secrétaires pour refuser sans raison le droit d'entrer aux personnes compétentes sous prétexte que le prince l'a rigoureusement interdit. Vous voulez parler de monsieur Kolaviski? Exactement. Il est le type même de cette brute distinguée, du rustre aux allures de gandin. Un paltoquet, oui. La nuit commence à tomber. Je crois qu'on devrait rentrer. Oui, vous avez raison. Oh, un instant. Regardez. La fenêtre de la tour d'angle vient de s'allumer. Ce doit être la chambre du prince. Peut-être. Mais moi, je m'en vais. On va être en retard pour le dîner. Oui. Rentrons. Je pense qu'à présent, vous avez deviné de quelle sorte d'aide j'aurais besoin. Il y a certainement une autre entrée que la grande porte du côté ouest où les murs tombent en ruine, par exemple. Et si vous le vouliez, un soir caché par la brume, vous pourriez vous approcher du château et repérer facilement par où passer. La nuit suivante, nous referions le chemin ensemble et si tout marche bien, j'effectuerai alors une discrète reconnaissance dans ce capharnaüm. Je saurai au moins si cela vaut la peine de poursuivre mes investigations. Le dîner achevé, tandis que le conseiller Chimchik et les dames se mettaient à jouer au bridge, le professeur Skolinski monta immédiatement dans sa chambre. Quant à Maya, elle s'isola dans l'embrasure d'une fenêtre avec son fiancé qui était venu lui rendre visite. Bien que parlant à voix basse, il semblait avoir une vive explication. De son côté, Valchak avait hâte de parler lui aussi avec la jeune fille. Tout en faisant semblant de feuilleter un livre, il ne la quittait pas des yeux. Tout à coup, au milieu d'une phrase, elle planta là son fiancé et sortit rapidement du salon. Aussitôt, Valchak lui emboîta discrètement le pas. Elle ouvrait déjà la porte de sa chambre quand il la rattrapa. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais vous demander... Enfin, j'ai une prière. Maintenant? C'est bon. Eh bien, parlez, il est tard. Voilà, quand je quitterai ici, j'aimerais aller tenter ma chance en Varsovie. Peut-être que si quelqu'un me voyait jouer, il s'intéresserait à moi. Vous connaissez tous les dirigeants du club, alors j'ai pensé que vous pourriez peut-être me donner, je ne sais pas, une lettre de recommandation. Votre mère a bien voulu me dire que je jouais bien, que j'avais du talent. Bon, admettons que vous ayez du talent. Et après? Oh, et après, mais ça change tout. Je vois. Le petit entraîneur de Lublin pourrait devenir un joueur célèbre, alors à lui la gloire, l'argent, les femmes. Pourquoi riez-vous? Vous aussi, vous riez? Moi, j'en ai le droit. Vraiment, vous vous croyez tout permis? Du talent, allons donc. Vous jouez à peine mieux que la moyenne. Ôtez-vous cette idée de la tête. N'oubliez pas que vous êtes un petit entraîneur, un simple petit entraîneur, et que vous êtes ici pour ça. Je vous ai attendu toute la matinée. Oui, aujourd'hui, il n'est pas l'humeur à jouer. Ayant dit cela, elle le laissa planter devant la porte de sa chambre et rebroussa brusquement chemin pour descendre l'escalier en courant. Valchak en resta interdit. S'il avait pu, il lui aurait fait ravaler ses sarcasmes et son mépris. C'est alors que par la porte entr'ouverte, il aperçut l'armoire et qu'il se souvint de la lettre de la mère de la jeune fille dans laquelle elle parlait des 1000 zlotys qu'elle y avait cachés. C'est peine ma tête. Bien.
vais lui faucher l'argent. Mais je ne sais pas jouer. Bien, je saurais voler au moins. Je n'ai encore jamais pris un sou à personne. Tant pis, ça lui apprendra. Les robes de Maya, accrochées à des cintres, remplissaient une moitié de l'armoire. Comme il s'apprêtait à ouvrir l'un des tiroirs du bas où devait se trouver l'argent, il entendit des voix dans l'escalier. Il n'avait plus le temps de regagner le palier et de s'enfuir. D'un mouvement preste, sans plus réfléchir, il sauta alors dans l'armoire et se dissimula derrière les robes. À peine avait-il tiré la porte sur lui que Maya, suivie de son fiancé, entrait dans la chambre. Seule à la fin. Je suis fatiguée. On va pas recommencer. Je ne partirai pas avant que tu m'aies donné des explications. Tu es ridicule, il n'y a rien à expliquer. Je sais que je suis ridicule. Et qu'il est absurde d'être obligé de te faire une scène à propos de ce garçon, mais c'est pas trop incroyable tout de même, toi, moi et un professeur de tennis. Quel trio. Tu penses peut-être que je t'ai pas vu rougir à table? Et ta conduite insensée sur le cours. Et maintenant tu échanges quelques mots avec lui devant la porte de ta chambre et tu reviens bouleversé. Bon voilà, assez. Prends garde à ce que tu dis, Henri. Je trouve déjà injurieux que tu n'aies pas confiance en moi, mais c'est de jalousie pour... Tu devrais avoir plus d'estime pour moi. Moi de l'estime? Crois-tu que j'ignore pourquoi nous nous sommes fiancés? Tu as fait le calcul qu'il pouvait être avantageux pour toi d'être pendant quelques années ma femme, parce que j'ai toutes les chances d'être d'un moment à l'autre à la tête d'une petite fortune et que tu ne te vois pas vivant dans la misère. Ne suis-je pas le parti idéal pour une femme qui a ses exigences et qui veut briller, ce qui est ton cas? Il faudrait que j'éprouve de l'estime pour toi. Alors je sais pertinemment que tu ne m'épouses que par calcul. Crois-tu que j'ignore par quel moyen tu entends faire fortune? Tu le sais, et pourtant t'as accepté de te fiancer. Et toi, tu sais que je sais, tu n'as pas refusé. Tu veux que je te dise? Eh bien, tu es vulgaire. Tu entends? Vulgaire. Tu trouves offensant que je sois jaloux de ce garçon, mais on peut l'être de tout le monde avec toi. Et tu sais d'ailleurs pertinemment pourquoi je le suis. Si vous ne vous ressembliez pas tant, ça ne serait même pas venu à l'idée. Nous nous ressemblons. Ne fais pas l'innocente. Tu t'en es parfaitement rendu compte. Sinon, pourquoi serais-tu toujours en train de l'observer? Vous avez été coulé dans le moule. Tout le monde s'en aperçoit, et toi, mieux quiconque. Et c'est ce qui te rend furieuse. Sors d'ici immédiatement. Très bien, je te Lui aussi a été frappé par cette absurde ressemblance. Et le pire, c'est que c'est vrai. Bien sûr, cette ressemblance ne résidait pas dans les traits. Non, elle était plus profonde, plus insaisissable encore. La jeune fille aurait aisément accepté une similitude fortuite. Mais un rapprochement aussi étroit avec un garçon dont elle se moquait éperdument, qui n'était rien pour elle, sinon son entraîneur, lui était intolérable. Et elle se révoltait de tout son être à l'idée qu'une telle illusion puisse s'imposer à ce point aux autres. Et pourtant, si je ne lui ressemblais pas, Henri aurait-il osé me dire que j'étais vulgaire?
Et là était bien le point sensible. Kolavitsky avait visé juste. Sans vraiment s'en rendre compte, la jeune fille était éprise d'elle-même, de l'aisance de ses manières, de la grâce exquise de ses gestes, de sa beauté en somme. Et tout cela finalement pour ressembler à qui, pensait-elle avec rage? À ce Valchak qui la ridiculisait, la compromettait et rendait ainsi sa beauté dérisoire et triviale. Elle en était là de ses réflexions lorsqu'elle entendit des pas qui résonnaient dans l'escalier. À coup sûr, c'est Henri qui revient. Je ne vais voir sous aucun prétexte. Je vais me cacher dans l'armoire. Cachée dans l'armoire, Maya eut soudain l'incroyable sentiment qu'elle n'était pas seule dans le noir. Elle se tenait si près de Valchak qu'elle l'effleura. Maya? Elle tendit instinctivement le bras et toucha les doigts d'une main. Maya? Elle se rejeta de l'autre côté et se replia sur elle-même. Un instant, elle se demanda si elle n'était pas devenue folle. De son côté, Valchak, paralysé par la peur, se figea dans une totale immobilité, convaincue qu'elle allait crier. Cependant, la jeune fille craignait tant le ridicule qu'elle recouvra aussitôt son sang-froid. Après tout, se dit-elle, peut-être n'y a-t-il personne? Mais elle ne tarda guère à se rendre compte que le doute n'était plus permis. Elle sentait la chaleur d'un corps tout proche du sien. Et soudain, elle eut la certitude que c'était Marianne Valchak qui était à ses côtés. Que faire? Et Henri qui ne s'en va pas. Je peux pas attendre, je vais lui laisser un mot. Chère Maya, je veux bien oublier tes dernières paroles. Je les mets sur le compte de l'irritation qu'ont pu provoquer mes remarques. Je reconnais d'ailleurs que je me suis laissé emporter. Peut-être, après tout, mes soupçons sont-ils injustes et blessants. S'il en est ainsi, je te demande de me pardonner. Je t'assure que j'ai ton avenir toujours présent à l'idée. Bien sûr, je n'envisage pas un instant que tu puisses me quitter. Je te suis trop nécessaire et nous nous convenons trop bien. Notre attachement l'un à l'autre est totalement égoïste. Mais tu as besoin de moi, comme j'ai besoin de toi. À cet instant, Maya se laissa subitement aller à un total abandon et se pressa légèrement contre Valchak. Quoique je sois persuadé que tu la regrettes. Qu'elle ne fut pas alors son bonheur que d'une main rude saisit la sienne dans le noir. Il lui rendit aussitôt son étreinte. Je sais qu'il m'est impossible en ce moment avec une de joie rester secrète. seul. Je te demande donc de venir sans faute me retrouver demain au château, afin que nous puissions avoir une bonne explication. Je t'attendrai à 9h précises, à l'entrée du souterrain. Je te prie instamment d'être là. Henri. Bien. À présent, allons-nous-en. Dès que les pas de son fiancé se furent éloignés, Maya sauta de l'armoire et sans se retourner s'enfuit de sa chambre. Quelques secondes plus tard, Valchak faisait de même et filait directement s'enfermer dans sa mansarde. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz, adaptation de Pierre Marcet, avec Valchak, Myglen Mirtchev, Maya, Claude Perron, le conteur, Bernard-Pierre Donadieu, le professeur Skolinski, Hervé Furic, Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu, artiste bruiteur, Patrick Martinache.
Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cypriot, Claude Guerre. Quelques instants plus tard, Maya paraissait avec ses raquettes. Excusez-moi. Allons jouer, monsieur Valchak. Tu ne prends même pas une tasse de thé, ma chérie? Non, maman, merci. Vous venez? J'arrive. Dépêchez-vous. Quelle fougue. Ah, ma chère, rien ne vaut la jeunesse. Tout le monde ne saurait être jeune. Votre fille a la mauvaise mine ce matin. Elle n'est pas malade, au moins? Non, je ne pense pas. Excusez-moi. Pour dire la vérité, ils ont tous les deux mauvaise mine. Oh. Tandis qu'il jouait sans beaucoup de conviction, les questions se pressaient dans la tête du garçon. Que lui était-il arrivé hier? Pourquoi cette envie de voler? Sans compter, se disait-il, que les soupçons se seraient tout de suite portés sur lui. Mais plus que tout s'imposait à son esprit cette splendide évidence. Maya n'avait rien dit. Elle avait tout gardé pour elle. Mieux, elle avait d'elle-même proposé de reprendre l'entraînement comme si de rien n'était. Valchak attendait donc avec impatience la fin de la partie pour lui parler. Mais après avoir mis plusieurs services dans le filet, elle quitta brusquement le cours. Il la rejoignit aussitôt. Un instant. Est-ce qu'on joue cet après-midi? Non. Non? Vous n'avez pas envie? Non. Pourquoi vous voulez pas me parler? Regarde dans l'armoire. Lâchez immédiatement ma main, vous êtes devenu fou! Le mufle. Il ne doute de rien. S'imaginer que moi, ce voleur... Elle était certaine qu'il avait voulu dérober l'argent dans l'armoire. Cependant, elle s'étonnait que la subite découverte de la véritable nature de Valchak, que l'indélicatesse, la trivialité, la bassesse de son acte puissent la bouleverser à ce point. Le garçon lui inspirait à présent une telle aversion qu'elle avait dû faire effort pour lui proposer de jouer. De prime abord, quand elle avait fait sa connaissance, il ne lui avait paru ni malhonnête, ni grossier ou cupide. Elle l'avait trouvé un peu fruste, mais convenable. Pourtant quelque chose de semblable devait arriver. Cet instant de faiblesse auquel elle avait hier inexplicablement succombé avait dû tourner la tête du garçon. Elle n'en était que trop convaincue. Elle le savait pour la bonne raison qu'elle-même, à sa place, aurait réagi de la sorte. Il n'a eu que ce qu'il méritait. J'espère qu'il aura compris. Oh, et puis je n'ai qu'un mot à dire à maman, et demain, il ne sera plus là. Mais ce mot, Maya savait pertinemment qu'elle ne le dirait pas. Non. Elle ne pouvait se faire à l'idée d'avoir pu la veille s'oublier à ce point. Le souvenir de cet instant l'emplissait d'une telle colère contre elle-même qu'elle en alla jusqu'à se mordre les lèvres jusqu'au sang.
Si encore je m'étais simplement laissé embrasser. Un baiser peut n'être qu'un caprice, une fantaisie plus ou moins scandaleuse. Mais non. Nous sommes restés la main dans la main dans l'ivresse et le ravissement. C'est plus grave, hein? Ouais, cela ressemble à de l'amour. Oh, oui, mais Valchak, quelle horreur! De surcroît, il n'a pu manquer d'entendre la scène que m'a fait Henri, et d'être ainsi au courant de notre ressemblance, s'il ne s'en est déjà pas aperçu lui-même. Et l'on conclut qu'il ne fallait donc pas précipiter les choses, et que Valchak devait rester au manoir encore quelques jours, le temps de rattraper tout ce qu'elle avait fait, de leur montrer, à lui et aux autres, et à elle-même le peu de cas qu'elle faisait de lui. Ces différentes considérations l'amenèrent à penser qu'elle devait se réconcilier au plus vite avec son fiancé. Aussi décida-t-elle qu'après le dîner, elle irait au rendez-vous qu'il lui avait fixé. Après tout, lui, il était élégant, et du même monde qu'elle. Voilà. Tranquille. J'ai froid. Ça doit relâcher les yeux de la bûche. Tu t'es mis à boire? Nous devons faire doucement. La chambre du prince est assez loin d'ici, dans la tour, mais avec lui on sait jamais. Je préfère laisser la porte entrouverte. Quant à Grégoire, le vieux domestique, il loge à l'autre bout du château. J'admire tes nerfs. Et tu t'étonnes que je boive. Et si je buvais pas, j'aurais tenté d'être aussi fou que lui. Tu t'imagines pas ce que c'est que de demeurer jour et nuit dans un pareil endroit, en but au caprice d'un insensé. Heureusement, il n'y en a plus pour longtemps. Il va plus mal. L'état de ses nerfs se détériore à vue d'œil. Hier soir, à mon retour de Polika, il m'a fait une scène terrible. Il pleurait, il gémissait. Il disait que je l'abandonnais. Je pourrais plus m'absenter même une heure à l'avenir. Je suis désormais cloué ici. Heureusement, tout ceci sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Tu crois? Viens dans mes bras. J'étais certain que tu me rejoindrais. Pas un seul instant, j'ai supposé que cette querelle puisse sérieusement tirer à conséquence. Tu es attaché à moi. Et t'as raison. Je suis celui dont tu as besoin. Tu es bien sûr de ne pas te faire des idées? Je parle du prince. C'est qu'il n'a pas toute sa raison. Le testament est fait, pas d'héritier ni de parents, et il est hors de question qu'il change d'un iota. Je croyais avoir entendu quelqu'un. Je peux pas savoir comment il a de saumon depuis son retour de Varsovie. Oui, le testament est fait. Bien fait. Inattaquable. Et d'ailleurs, qui voudrait engager un procès pour des biens grévés d'hypothèque? Je suis seul à savoir qu'on peut encore tirer quelque chose et que c'est pas la banqueroute totale comme ils le pensent tous. Alors, tu m'en veux plus? Donne-moi la main. Tu m'aimes plus? Non. Alors pourquoi es-tu ici? Pour rappel. Cela me fait sourire. Comme tu es abrupte. Cela me plaît d'ailleurs. Je suis sûr que tu m'aimes. Allez.
Donne-moi la main. Laisse-moi. Tu vas boire quelque chose? Je veux bien. Qui dit? Chut. Tais-toi, cette fois, il n'y a pas tout, j'ai entendu quelque chose. T'es sûr? Il y a quelqu'un dans le couloir. Où sont ces traces? Vite mon revolver. Ne bouge pas. Tu attends que je revienne. Ah non, je vais avec toi, je peux pas rester seule. Fais pas de bruit. Attends-moi là. Eh bien, prince. Eh bien, que se passe-t-il? Il est là. Qui? Ah oui, là. Qui est là? François. Mon petit François. Mais non, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Si. Il est là. Bon. Je vais voir. Alors? Je comprends pas. Et quelqu'un a dû entrer dans sa chambre, le réveiller et s'enfuir quand il s'est mis à crier. Ça devait être un jeune garçon, c'est une des lubies de prince de voir partout un certain François. D'ailleurs, j'ai la preuve qu'il y a bien quelqu'un qui est rentré dans sa chambre. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as? Rien. Mais si, t'as sursauté. T'as déjà vu ce canif? Oui. C'est celui de Valchak. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ou bien il est le même. Pourquoi tu souris? J'espère que tu vas pas encore me faire une scène de jalousie. Mais t'as rien compris. C'est encore plus grave que ce que je craignais. Suis-moi. De présent, je dois plus attendre, faut que tu saches. Voilà. Nous y sommes. C'est un véritable garde-meuble. C'est immense. Oh, mon Dieu, quelle poussière. Personne n'est venu ici depuis un siècle, peut-être. Pourquoi tu me montres tout cela? Où veux-tu en venir? T'as pas compris? Si je me morfonds ici depuis 2 ans, c'est uniquement pour ces fichus antiques. Y a pas grand-chose à espérer des biens de Miss Lodge, mais où je me trompe fort, où tous ces meubles et surtout tous ces tableaux valent des millions. Tu entends? Des millions! Ça, des millions? Tu es sûr? Mais justement, non, c'est bien ça le problème. Il n'y a qu'un connaisseur averti qui pourrait estimer tout ça, ou tout au moins fixer un ordre de grandeur. Ce sont certainement des pièces authentiques, rien n'a bougé ici depuis 200 ans. Et se chiffre-t-elle en dizaines de mille, ou en dizaines de millions? C'est ça que je ne saurais dire. Il y a 8 salles comme celle-ci. 8 salles? Eh bien, fais venir un expert. Inviter un marchand pour qu'il ébruite l'affaire et que la presse s'en empare. Pas si bête. Le lendemain, toute la Pologne saurait qu'on a découvert des trésors au château de Miss Lodge. Ce serait la ruée des créanciers, du ban et de l'arrière-ban, de la famille, bref, de tous ceux qui pour le moment me laissent en paix. Non! Le jeu que je mène est trop délicat pour prendre un tel risque. J'ai bien envisagé plus d'une fois de porter un de ces tableaux à Varsovie pour expertise. Mais si le hasard avait voulu que je tombe sur l'œuvre de quelques maîtres célèbres, je n'aurais pas pu davantage m'assurer de la discrétion de quiconque. Non. Je préfère être patient. Je ne veux rien faire avant que je ne sois devenu le seigneur et le maître de Miss Lodge. Et si tu te trompais? Non, il est impossible que tout cela soit sans valeur.
Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Si je t'ai rien dit, c'est qu'un secret d'autant mieux gardé que personne n'est au courant. J'espère que tu réalises à présent le danger que représente pour moi la visite nocturne de ce garçon juste au moment où le professeur séjourne chez vous. Le professeur? Mais oui, Skolinski. Tu sais bien que c'est un spécialiste, un historien de l'art. Crois-tu qu'il soit venu ici en simple villégiature? Allons donc. Il faut qu'il ait eu vent de quelque chose. D'ailleurs, il m'a déjà demandé à visiter le château. Allez, viens, restons pas là. Il faut que je retourne auprès du prince. Je vais te raccompagner. À partir de maintenant, il va falloir jouer serré. Je me rends compte que seul, j'arriverai à rien. Faut que tu m'aides. Ne vois vraiment pas comment. Mais si, voyons. D'abord, il faut tâcher de savoir si Skolinski se doute de quelque chose. Ensuite, si le visiteur de tout à l'heure était bien Valchak, et si oui, quelles étaient ses intentions. Et c'est ça le plus important, s'il n'agissait pas à l'instigation du professeur. Fais comme tu l'entends pourvu que t'apprennes de quoi il retourne. T'auras pas de mal à te faire parler ce garçon, je crois. Et pourquoi me dirait-il quoi que ce soit? Il se livrera plus volontiers à toi qu'à moi. Ce n'est plus gênant. Laissons ces bêtises et cesse de me provoquer, c'est pas le moment. Tu dois tirer de lui tout ce que tu pourras, t'es la seule à pouvoir le faire. Je ne veux pas. Comment tu veux pas? Non, je ne veux pas. Je t'en prie, n'exige pas cela de moi. Mais dis-moi au moins pourquoi? Tu ne comprends donc pas qu'après ce que tu m'as dit hier, je n'ai aucune envie de m'affader avec lui, surtout à ce sujet et de cette façon. Mais t'as perdu la tête, ma parole. Alors tu comptes avec Valchak? Mais il devrait être rien pour toi. Un triple zéro du vent. Et si c'était le cas, t'aurais pas honte quand bien même le monde entier verrait que tu lui ressembles. Et puis t'as l'air d'oublier qu'il s'agit de notre avenir à tous les deux. C'est bon, je parlerai. Et surtout tâche de te montrer habile. J'essaierai. Sois prudente, qu'il ne se doute de rien. Je ferai mon possible. Retrouve-moi ici demain, à la même heure. Quand nous aurons quelque chose de concret, nous pourrons décider ce qu'il y a lieu de faire. Je ne suis pas sûre de réussir si vite. Mais viens de toute façon, c'est une chose terrible que d'être enfermé ici comme dans une prison. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz, adaptation de Pierre Marcet, avec Valchak, Miglen Mirtchev, Maya, Claude Perron, le conteur Bernard-Pierre Donadieu, Kolavitsky, Antoine Mathieu, et Tonia Galiewski, Fred Ulysse, Jean-Claude Bourbeau, Jean-Paul Racodon. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Chaizon Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Quand tout à coup, un sourire espiègle aux lèvres, Maya surgit devant lui. Bien content de vous rencontrer. C'est quelque chose pour vous. Tenez, voici votre canif. Où l'avez-vous trouvé? À Miss Lodge. Dans ce cas, ce n'est pas le mien. C'est inutile de nier, je sais que vous y étiez. Non, je n'y suis jamais allé. Je vous ai vu. J'y étais moi-même hier soir. N'ayez crainte, je n'en parlerai à personne. C'est vrai? Promis. Qu'alliez-vous faire là-bas? Est-ce pour la même chose que l'armoire? L'armoire. L'armoire, c'est différent. C'était pour me venger. Mais d'où saviez-vous qu'il y avait de l'argent là-dedans? Quand vous dormiez dans le train, une lettre dépassait de votre manteau. Je l'ai prise
Et je l'ai lu. Ah, vous avez lu la lettre de ma mère. C'est vrai, il était question d'argent. Et pourquoi l'avez-vous prise? Par curiosité. Et au château, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pouvait y avoir quelque chose à prendre? Quelqu'un vous l'a dit? Le professeur Skolinski? Comment le savez-vous? Oh, c'est une question qui m'intéresse. Vous savez que mon fiancé demeure au château, comme secrétaire du prince, et qu'il me touche de près. Mais... vous voulez bien parler avec moi en toute franchise? Entendu. Jury? Juré. C'est bien Skolinski qui vous a envoyé au château, n'est-ce pas? Ma foi, oui. Il m'a dit qu'il devait renfermer de grands trésors. Il a lu ça quelque part. Il voulait savoir ce qu'il en était réellement. Alors je me suis dit, si j'y allais, à tout hasard. Voilà tout. Mais vous m'avez promis de n'en parler à personne. Je ne dirai rien. Ensuite? Eh bien, je suis passé par les marécages. Puis, je suis rentré à l'intérieur, de l'autre côté, là où les murs sont complètement éboulés. D'abord, j'ai failli me perdre dans les couloirs. Ensuite, j'ai traversé quelques salles entièrement vides. Et puis, tout à coup, je me suis retrouvé dans la chambre du prince. Il s'est mis à crier. Alors, je me suis enfui. Peut-être qu'il y a quelque chose dans d'autres salles. Dites, ces trésors, ils existent, oui ou non? Vous avez parlé à Skolinski de tout cela, votre retour? Pas encore, j'allais le faire. Ne lui dites rien. Pour le moment. Attendez demain. Je dois réfléchir. Vous ne parlerez pas? Disons que je ne lui parlerai pas. Bien. Et si nous allions jouer? Dès les premiers coups, la partie s'annonça excellente. Ils jouaient avec entrain, en se laissant griser par le jeu, oubliant le monde entier, tout à leur joie. Maya s'étonnait de retourner miraculeusement des balles comme elle n'aurait jamais rêvé le faire. Quant à Valchak, chaque échange lui découvrait de nouveaux horizons. La similitude de leur style, la parenté de leur tempérament faisait qu'ils se comprenaient au vol, s'accordaient dans la lutte, et chacun obtenait de l'autre qu'il donnât le meilleur de lui-même. Pas mal ce coup là, hein? Excellent! Pourquoi partez-vous? On n'a même pas fini le set. Quelle mouche de nouveau l'a piqué? Je ne comprends rien. Et d'abord, comment ai-je pu tout raconter tout de suite et me mettre à bavarder avec elle comme si on se connaissait de longue date? Après le déjeuner, le professeur Skolinski entreprit discrètement Valchak à propos du château. J'ai cherché un passage, mais je n'ai rien trouvé. Quand penses-tu y retourner? J'essaierai peut-être de nouveau ce soir. Mais ça, je ne rentrerai pas à l'intérieur. Si vous voulez le visiter, allez-y tout seul. Bon, j'ai compris. Je me passerai de ton aide. Moi, vous savez, je ne veux plus me mêler de tout ça. À la vérité, Valchak avait bien autre chose en tête. Au déjeuner, Maya n'avait pas eu un seul regard pour lui, et voilà qu'à présent, elle était introuvable. En fait, elle était tout simplement dans sa chambre, en proie elle aussi à bien des tourments. Rien que de repenser à la conversation qu'elle avait eue avec Valchak, au rire qu'ils avaient échangé, à leur entente facile sur le cours, le sang lui affluait au visage comme au souvenir d'une inconvenance. Elle cherchait en vain à se persuader que ce n'était qu'un jeu, qu'elle s'était tout simplement mise volontairement au niveau du garçon. Mais ce qui l'agaçait le plus, c'était de se sentir semblable à lui.
toujours plus semblable. C'était à devenir fou. Quand le soir fut revenu, Maya quitta discrètement sa chambre et prit le chemin de Miss Lodge. Henri pourra être satisfait, songeait-elle avec amertume. Tu vois, je ne m'étais pas trompé. Le professeur est au courant, j'en étais certain. Valchak ne dira pas un mot de son expédition ici. Il m'a donné sa parole. Je vois que vous n'avez pas eu trop de mal à vous entendre. Mon Dieu, non. Mon trêve de bêtises, ne commençons pas. Bon. Admettons-le. Mais crois-tu qu'on puisse empêcher Skolinski de venir fureter par ici? Je connais ce genre d'esthète, il ne renonce jamais. Non, il faut le calmer, une bonne fois pour toutes. Que comptes-tu faire? Rassure-toi. J'ai simplement l'intention de le persuader qu'il perd son temps ici, qu'il n'y a pas le moindre trésor. Après tout, il n'est sûr de rien. Ah, j'y suis. Voilà comment nous allons procéder. Il va falloir faire disparaître tous les objets de valeur, ou supposés tels, en premier lieu les tableaux. En définitive, belle ou pas, une armoire ne sera jamais une œuvre d'art majeure. Il n'y aura pas de quoi le transporter d'enthousiasme, et une fois persuadé d'avoir tout vu, il nous fichera la paix. Il ne reste plus qu'à trouver le moyen de le faire venir. Comment? C'est pas difficile. Chut. Ça y est, le vieux fou s'est réveillé. Vaut mieux que tu rentres. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu allais faire. Il faut que j'y aille. Rentre à Polika et débrouille-toi pour faire venir Skolinski ici, le plus vite possible. Vous m'avez appelé? Quelle idée, Henri. Quelle idée, te rassembler, t'appeler, quand je sais comme cela te déplaît. Que voulez-vous? Mais rien, vraiment, rien. Je sais bien que si je pars, vous me rappellerez aussitôt, autant parler tout de suite. Bon. Vous n'avez rien à me dire, alors je m'en vais. Non, non, non. Voilà, Henri, je voudrais mettre de l'ordre. Ah, ici, tous ces objets accumulés depuis des années. Je venais de commencer par ce flacon, mais je ne sais pas. Est-ce que je dois le jeter? C'est qu'un jour, il peut me servir. Eh bien, alors ne le jetez pas. Ah, oui. Mais peut-être serait-il malgré tout préférable de le jeter. À quoi pourrait-il servir? Eh bien, jetez-le. Oh! Tu ne m'aides pas! Je n'y arriverai jamais. C'est que tout cela est si compliqué. Pour une fois, ne pourrais-tu pas m'apporter un peu d'aide? Un peu de réconfort? Rien! Jamais! Rien! Si vous devez continuer avec vos jérémiades, je quitte le château. Non, 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 Henri, ne me laisse pas. Je ne resterai là pour rien au monde. Au château, jamais de la vie. Ce château est mauvais. Qu'est-ce que c'est encore que cette lubie? En quoi ce château est-il mauvais? Il n'allait pas dans son ensemble, certes. Mais il y a un lieu mauvais. Lequel? Une pièce. Là-bas. Où ça? Vous ne voulez rien dire? Le château est hanté. Allons donc. Hanté, te dis-je. Hanté. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? François. François? Quel François? La nuit dernière, vous avez encore crié ce nom. Moi? Crié? Non, non, Henri. Ce n'est pas moi. Bon, ça suffit, prince. Vous avez de nouveau les nerfs fatigués. Prenez ces gouttes.
Désolé, Prince. Mais j'ai affaire. Non, Henri. Je t'en prie. Henri! Grégoire! Qu'est-ce que c'est? Venez, Grégoire, il y a du travail pour vous. À cette heure? Restez-vous! Voilà le temps que je m'habille! Pas été. Vous allez m'aider, Grégoire. Va falloir déménager quelques tableaux. Pourquoi? Depuis le temps qu'ils sont là, ils peuvent bien y rester. Faites ce que je vous dis, Grégoire. Et un point, c'est tout. Et inutile d'en parler au prince. Je dois montrer ces tableaux à quelqu'un, ils sont très abîmés. Il faut les remettre en état. Ça servira à quoi de rabibocher ces bariolages? Ne discutez pas et venez avec moi. Voilà, là mon patron. Commencez par cela, moi je décroche ceci. Où est-ce qu'on va mettre tout ça? Impossible, évidemment. Tiens, j'y pense. Dans la vieille cuisine, ça sera parfait. La vieille cuisine? Pourquoi dans la vieille cuisine? Bah pourquoi pas, qu'est-ce que vous avez, Grégoire? C'est que c'est sale. C'est sale partout. Non, pourquoi pas là, plutôt dans la salle arienne? On va s'y discuter. La vieille cuisine, c'est très bien. Venez, emportons déjà ces tableaux-là. Vous avez la clé? Mais qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir? Que monsieur le fasse lui-même. Qu'est-ce qui vous prend? Rien. Donnez-moi cette clé. Monsieur ferait mieux de ne pas entrer dans cette pièce. Et pourquoi? Il est hanté. Qu'est-ce que vous racontez? Allez, parlez. Vous savez quelque chose? Dieu m'en préserve. Tout ce que je peux dire, moi qui vous parle, c'est qu'il y aura bientôt une quinzaine d'années, j'y ai vu 2 personnes finir misérablement de peur. Qui était-ce? Le premier était un certain Rudzanski, un stagiaire. Il disait que les esprits lui faisaient pas peur, il a voulu passer une nuit ici. Au petit matin, je l'ai trouvé assis, tout recroquevillé sous les escaliers. Maintenant, ça fait des années qu'il est chez les fous, à Tchoupski. Et il garde tout le temps ses mains devant sa figure, à ce qu'on dit. Le deuxième, c'était le fils du cuisinier, le petit Vincent. Lui aussi, il prenait ça à la rigolade. Ah bah lui aussi, il en est sorti complètement idiot, il en est mort aussitôt après. On voit là des sornettes. Sornettes ou pas, que monsieur n'entre pas. D'ailleurs, ça n'est pas sorcier de se rendre compte qu'il y a une force impure. Il y a des signes clairs, non? Que voulez-vous dire? Tenez, éclairé par là. Vous ne voyez rien? Quoi? Là-bas, cette serviette de toilette accrochée à la patère? Oui. Vous ne remarquez rien? Si, elle est grise de poussière, et alors? Regardez mieux, monsieur. Elle tremble, c'est ça? Oui. C'est sans doute qu'il y a un courant d'air. Qui vient de la fenêtre, regardez, il y a des carreaux cassés. Non, monsieur, ce n'est pas ça, vous ne remarquez pas. On dirait qu'une main invisible la tire vers le bas. Elle tremble, et pourtant elle reste toute tendue. Allons donc. Cela doit avoir une cause. Pour sûr qu'il y a une cause. Bon. Calmez-vous, Grégoire. Il n'y a pas de château qui n'ait son fantôme. Tout compte fait, on... Quoique l'endroit eût été bien choisi, il ne semble pas y avoir de rats. Parbleu qu'il n'y a pas de rats. Et il n'en viendra pas. Ils sont plus intelligents que les hommes. Est-ce qu'il arrive au prince de venir faire un tour par ici? Ça, jamais. Jamais. Finissons-en. Venez, nous allons entreposer tout ça dans le vestibule voisin. Croyez-moi, monsieur, c'est mieux ainsi. Pour tout le monde. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation
de Pierre Marsay, avec Valtchak, Miglen Mirtchev, Maya, Claude Perron, le conteur Bernard-Pierre Donadieu, le professeur Skolinski, Hervé Furic, Henri Kolavitsky, Antoine Mathieu, le prince Pierre Bayot, Grégoire Vincent Schmitt, artiste bruiteur Patrick Martinache. Équipe de réalisation Philippe Bredin, Chaizong Taous, Augustin Cyprio, Claude Guerre. Bonjour, professeur. Mademoiselle, je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Cela tombe bien, j'ai justement à vous parler. À moi? Oui. Alors qu'il faisait sa promenade dans le parc du manoir, Maya s'arrangea pour le rencontrer comme par hasard. Au sujet de certains bâtiments qui vous intéressent. Ah, je vois. Votre fiancé a dû vous faire part de mon désir de visiter le château. Oh, je ne le tiens pas seulement de lui. Hier, M. Valtchak s'est introduit dans le château. Le prince a surpris et s'est mis à crier de frayeur. Henri a tout mis sur le compte de ses hallucinations. Mais j'ai trouvé le canif de Valtchak et compris ce qui avait dû se passer. J'en ai rien dit à Henri. Mais j'ai pu bavarder aujourd'hui avec Valtchak. Il n'a pas nié. Et ce serait vous, professeur, qui l'aurait poussé? Je n'ai pas sujet d'en avoir honte, ni rien à cacher. Je désire effectivement m'introduire au château, mais mes intentions sont pures. Et si votre fiancée, mademoiselle, ne cherchait pas à me mettre des bâtons dans les roues, je ne serais pas réduit à user de tels subterfuges. Je sais. Et c'est précisément ce qui m'amène. Henri refuse de rien laisser voir à personne de ce qui se trouve au château. Vous êtes au courant? Il y aurait donc bien quelque chose. Oui, plusieurs salles meublées, mais je ne saurais en estimer la valeur. Que diriez-vous, professeur, si je vous y conduisais? Aucun risque, je connais un passage dérobé, personne n'en saurait rien. Et pourquoi me montreriez-vous ce que votre fiancé met tant de soin à cacher? Voyez-vous, je dois vous expliquer. Henri bâtit sur l'héritage du prince de Grande Espérance, qui m'ont décidé de me fiancer avec lui. Or, voyez-vous, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et s'il ne pouvait me le procurer, je ne l'épouserais en aucun cas. J'ai peine à vous croire. Je vous le répète, en aucun cas. Il m'agace, il m'horripile, il m'est totalement indifférent. Je veux bien l'épouser, mais à la seule condition d'être assuré de sa fortune à venir. Une légende veut que le château recèle des trésors, mais je n'ai pu obtenir de lui aucune précision. Je crains que leur valeur ne soit surfaite et qu'il ne me tienne délibérément dans l'ignorance de peur que je ne ronfle. Car voyez-vous, il m'aime, lui. Mais je ne me laisserai pas le jouer. Je vous mènerai là-bas et vous me direz ce qu'il en est. Vous y connaissez, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Mais comme dites-vous là, mon enfant? Alors, si je comprends bien, vous n'aimez pas votre fiancé? Non. Il y a quelque chose d'inquiétant. D'ailleurs, je n'aime personne. Personne? Non. Ni ma mère, ni lui, ni personne. Non, je n'aime que moi. Non, tout ce que j'ai, c'est d'être semblable à quelqu'un. Allons, mon petit, calmons-nous. Vous savez, vous aussi, à qui je ressemble. C'est un voleur. Il a voulu forcer mon armoire. Mais je ne vaux pas mieux. Nous sommes pareils. Vous vous étonnez que je parle net. Pourquoi faudrait-il que j'ai honte si je suis faite à son image? Qu'elle veuille me conduire au château,
qu'elle haïsse son fiancé. Tout doit être vrai, puisqu'aussi bien elle se dit semblable à Valchak. Comme elle méprise ce garçon. D'ailleurs, celui-là, je l'ai jugé au premier coup d'œil. Indiscipliné, incohérent, immature, tout aussi capable de bien faire que de mal tourner, selon le cas. Au hasard des circonstances. Et voilà qu'il semblerait qu'il en aille de même pour elle. Tenez, mon enfant. Prenez mon mouchoir. Essuyez vos larmes. Merci. Excusez-moi. C'est gagné. Ma petite comédie réussie. Il est tout songeur. Il ne sait trop quoi me dire. Il a tout pris pour argent comptant. Henri sera satisfait. Il ne me reste plus qu'à le conduire au château. Il me croit amoureuse de Valchak. Parfait. Pourquoi cela me gênerait-il? Je peux ainsi lui faire croire ce que bon me semblera. N'empêche que je viens vraiment pleurer. Il ne faut pas être si méprisante, mon enfant. Mais voyons, où courez-vous? Étonnant. Il lui a suffi de parler de Valchak pour être toute bouleversée. Comment ne l'ai-je pas vu tout de suite? C'est évident. Elle est éperdument amoureuse de lui, ou en tout cas, elle en prend le chemin. Je serais curieux de savoir si lui aussi éprouve la même attirance. Sûrement. Quelle histoire. D'ailleurs, ils sont faits l'un pour l'autre, il suffit de les regarder. Ce n'est pas une simple ressemblance, c'est un accord profond, une sorte de correspondance secrète qui les pousse irrésistiblement l'un vers l'autre. Ils se rencontrèrent et ils se reconnurent. Roméo et Juliette. Fait rarissime, mais quand d'aventure il se produit, toute lutte est vaine. Pauvre petite. Un combat se déroule en elle entre son amour-propre et la force fatale qui les attire l'un vers l'autre. La pauvrette est effrayée de cette ressemblance et peut-être encore plus de s'y soumettre malgré elle. Ce qui est certain aussi, c'est qu'elle le méprise. Comment l'a-t-elle appelé voleur? Aurait-il vraiment tenté de chaparder quelque chose? Elle est mortifiée, atteinte dans sa dignité, et ce sentiment inconscient d'humiliation peut la pousser au pire, surtout avec son caractère. Bonjour, monsieur Kowalski. Bonjour. Dois-je accepter sa proposition de me rendre au château? Non, non. Je ne peux m'embarquer dans une pareille histoire. D'un autre côté, ce serait dommage de laisser passer une occasion unique de voir les richesses qu'il renferme, car elles existent à l'en croire. Oh, puis après tout, advienne que pourra, j'irai. Impressionnant. Regardez ça. Quoi? Ce vieux guéridon? Un boule. Un boule? Oui, c'est un maître français du XVIIe siècle. Et ce fauteuil est ce qu'on appelle une sedia Savonarole du XVe siècle. Oui. L'un des premiers fauteuils du monde. Il faut que vous sachiez qu'à cette époque, on ne faisait pas même usage de chaises. Les gens s'asseyaient sur des coffres. Donc vous avez sous les yeux un magnifique spécimen François Ier. Oui. Sur des bancs aménagés dans les murs et devant lesquels on approchait les tables. Dommage que tout cela soit rongé par les vers. Voyons par là.
l'histoire de Gdansk. Oh mon Dieu. De quelle façon tous ces meubles ont-ils bien pu échouer là? Pas bien fameux, non? Où sont les tableaux? Dans une autre pièce. Venez, professeur. Ne risque-t-on pas d'apercevoir la lumière de votre lampe par les fenêtres? Non, les appartements habités sont de l'autre côté. Voyons voir. C'est alors que le professeur remarqua qu'on avait récemment décroché une partie des tableaux. Des traces sur les murs marquaient leur emplacement, nettement visibles malgré la pénombre. Il fit semblant de ne s'apercevoir de rien. Voulez-vous approcher votre lampe, s'il vous plaît? Il s'arrêta un long moment devant une vieille toile d'assez grande dimension, produit malhabile de quelque anonyme parcours du siècle dernier, et fixa sur elle un regard ébloui. Qu'y a-t-il? Ou je me trompe fort, incroyable! Voici une œuvre admirable. Sans pareil unique en Pologne. C'est une découverte bouleversante. Aussi bouleversante, vous dis-je. Et là, oh mon Dieu, regardez, est-ce possible? Voilà qui m'a tout l'air d'intuition. Mon Dieu, je ne crois pas mes yeux. Vraiment? Vous croyez, professeur? Je ne crois pas, mademoiselle. J'en suis certain. Nous avons là un de ses tableaux de jeunesse, alors qu'il devait être encore l'élève de Giovanni Bellini, à moins qu'il ne date, j'inclinerai plutôt pour cette hypothèse, de la période où il fut employé par Giorgione. Quoi qu'il en soit, nous avons là un chef-d'œuvre inestimable. C'est bouleversant. Pas de doute, ce château abrite des trésors. Excusez-moi, professeur, j'en viens tout de suite. Qu'est-ce que tu racontes? Les tableaux que t'as laissés, tu ne devineras jamais. Il a découvert un Titien et je sais pas quoi encore. Un Titien? C'est impossible. Il est promène. Qu'allons-nous faire maintenant? Cet homme est désormais dangereux. Il faut absolument le rendre inoffensif. Quoi? Et non, rien. Il faut absolument nous entendre avec lui. Inutile de lui cacher la vérité. Qu'il vienne au château, puisqu'aussi bien il sait tout, il pourra cataloguer et évaluer les tableaux. Ce sera du temps de gagner, et le moment venu, je trouverai le moyen de le faire taire. Viens, allons le rejoindre, je vais lui parler. Vous savez donc, professeur, que le château recèle des trésors. En effet. Vous comprenez sans doute que je tiens à garder le secret? Je le supposais. Je crains que vous ne vous mépreniez. Il n'y a rien de répréhensible dans mes intentions. Le prince m'a légué tous ses biens meubles et immeubles de Miss Loach et je cherche simplement à éviter les difficultés peu souhaitables que pourrait me créer la famille lointaine si elle venait à apprendre que l'héritage est plus important qu'on ne le croyait. Absolument. Comme vous voyez, mes intentions sont parfaitement honnêtes et j'agis dans l'esprit des volontés du prince. C'est une simple précaution que je prends pour m'épargner d'inutiles chicanes. Si je vous confie tout cela, professeur, c'est que vous pourriez m'être d'un grand secours. Il y a toutes ces antiquités à cataloguer et je n'y entends rien. Il faut un expert pour mener à bien cette tâche. Et je ne suis pas loin de me féliciter que Maya vous ait conduit ici. J'ai donc une proposition à vous faire. Mais laquelle?
Si vous vous engagez à observer la plus grande discrétion sur cette affaire, vous pourriez être mon hôte au château pour quelques jours et tout examiner à loisir. Mais je pose 2 conditions préalables. Primo, la discrétion. Secondo, il vous faudrait loger ici. Le prince, voyez-vous, est à bout de nerfs et ne souffre aucun étranger au château. Il pourrait vous apercevoir lors de vos allées et venues et qui, par ailleurs, ne manquerait pas d'être remarqué à la pension. Si vous acceptez ma proposition, vous annonceriez à Polika votre départ pour Varsovie et vous viendriez ici, discrètement. Nous vous donnerions une chambre à l'écart, le château est vaste et nous trouverons facilement à nous organiser sans éveiller les soupçons. Vous pourriez vous installer ici dès demain soir. Cela dit, sachez que j'aurai aussi d'autres tableaux à vous montrer. D'autres tableaux? Eh bien, c'est entendu, j'accepte. Dans ce cas, demain soir, venez, je vous raccompagne. Il est vilain. Je connais le chemin. Je conduirai le professeur. Ah, te voilà, enfin. Il se passe quelque chose ici. Que voulez-vous qu'il se passe? Vous avez les nerfs à fleur de peau, prince. Ne cherchez pas plus loin. Il se passe quelque chose ici. Tu entends, Henri? Il se passe quelque chose. Et où ça? Ici, au château. Je ne sais pas où, mais l'équilibre est rompu. Il y a sûrement quelque chose. Quelque part où quelqu'un, je ne sais qui, peut-être au rez-de-chaussée, ou dans une aile abandonnée du château. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. D'où vous vient cette idée? Avez-vous entendu des bruits suspects? Je n'ai rien entendu, mais il y a de nouveau. Quelque chose. C'est surajouté. Surajouté? Où ça? Enfin, Henri, tu ne comprends donc rien à rien. Oh, oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le prince se couvrit alors le visage des mains. Mais à travers les doigts, Kolavisky aperçut un œil soupçonneux qui éprouvait à son égard un inconcevable mélange de confiance aveugle et d'extrême méfiance. Finalement, après avoir parlé avec lui encore quelques instants, il réussit à le convaincre d'absorber une double dose de bromure. Avant de regagner sa chambre, Kolavisky fit un détour jusqu'à la vieille cuisine. Il ouvrit la lourde porte et, demeurant sur le seuil, promena le faisceau de lumière de sa torche à travers la pièce. Une insidieuse sensation de répulsion l'envahit lentement. Il se mua soudain en effroi, lorsqu'il prit conscience d'être planté là depuis un long moment, à contempler la serviette qui frémissait d'un mouvement à la fois monotone et convulsif. La folie me guette. Allons-nous-en. Et si j'installais Skolinski dans cette pièce? Il n'y laissera peut-être pas sa raison comme les autres, mais il prendra peut-être peur et perdra l'envie de se mêler des affaires du château. Oui, c'est ça. Faisons-le dormir dans la vieille cuisine. Les Envoûtés de Witold Gombrowicz. Adaptation de Pierre Marcet. Avec Maya, Claude Perron. Le conteur, Bernard-Pierre Donadieu. Le professeur Skolinski, Hervé Furic. Henri Kolavisky, Antoine Mathieu. Le prince, Pierre Bayot. Artiste bruiteur, Patrick Martinache. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Jason Taous, Augustin Cypriot, Claude Guerre.